Bonjour, Marie-Noëlle Semeria. Vous êtes directrice du LETI. Nous sommes aujourd'hui à Santa Clara en Californie et dans le consortium SOI. Alors qu'est-ce que c'est que le SOI? Le SOI, c'est une technologie qui est née au LETI, oui, en fait. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment cette technologie est née et comment elle arrive aujourd'hui à un point important dans le monde des semi-conducteurs? Oui. Alors le SOI est une technologie de semi-conducteur qui consiste en un film mince de silicium sur ce qu'on appelle un box. C'est une épaisseur de film diélectrique. Et l'origine du SOI, effectivement, remonte il y a plus de 20 ans au LETI, où un chercheur, Michel Bruel, a trouvé qu'en implantant du silicium, donc par l'implantation, il était capable de générer des pièges, de générer des défauts sur une couche qui permettait après de séparer le film qui était au-dessus de ce qui était en dessous. Donc à partir de là, s'est développée toute une technique à partir de cette implantation-là pour donner naissance au SOI. Alors, à partir de la découverte de Michel Bruel, du brevet qui a été déposé, tout un écosystème s'est monté à Grenoble avec la création de Soitec, start-up du LETI, la création de Soisic, qui a été rachetée par ARM depuis, qui était une société qui développait le design compatible pour les technologies SOI, et puis la collaboration avec ST, qui a permis de démontrer il y a 2 ans le premier produit, le premier DSP, fonctionnant à 0,4 volts et montrant des propriétés de consommation d'énergie très basses par rapport à la technologie, la technologie concurrente sur base de bulk. Parlons de cette technologie concurrente. La technologie concurrente, c'est Intel, quelque part. Donc, le SOI a connu ces jours difficiles durant les 10 ou 15 premières années de sa vie. Exact, oui. Parce que le marché n'était pas forcément porteur pour le SOI. Or, depuis 2-3 ans maintenant, le SOI monte et devient une technologie qui intéresse de plus en plus de monde. Oui. Et pourquoi? Alors, tout s'est joué il y a 2 ans. Parce que ST a montré un produit avec le LETI qui était plus compétitif que la technologie bulk concurrente. D'accord. Plus simple, parce que planar au niveau de la solution technologique, donc moins cher, et avec 40% de gain en consommation d'énergie. Donc ça a ouvert un champ qui était jusque-là fermé, parce que la technologie concurrente prenait toute la place. Et là, il y a eu une ouverture qui a permis à la technologie FD-SOI d'ouvrir une deuxième route dans la loi de Moore. Donc la loi de Moore, à partir de là, il y a le bulk et le FinFET, qui visent des marchés, ce qu'on appelle le high-end, c'est-à-dire pour les téléphones portables de haute qualité, des serveurs, où il faut de la performance tout le temps, quel qu'en soit le prix et quel qu'en soit le prix énergétique. Et puis tout un autre champ d'application qu'on appelle IoT pour faire court, mais qui inclut aussi l'automobile, pour lequel on a besoin de technologies bas coût, fiables, et où la consommation d'énergie est limitée. Un des points cruciaux de SOI, c'est la basse consommation et la capacité de fournir une puissance suffisante, mais à très basse consommation. Oui. Alors, rapidement, quelles sont les différentes applications qu'on peut voir? Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre d'applications. Est-ce que vous pouvez les expliquer un petit peu? Alors, il y a 2 caractères qui sont très différenciants de la technologie FD-SOI par rapport à la technologie bulk et par rapport au FinFET. C'est le premier, la basse consommation, et deuxième, la capacité d'avoir des propriétés RF qui sont à 390 GHz pour le FT et le Fmax, donc au niveau de l'état de l'art. Ça fait l'état de l'art. Et c'est la seule technologie qui permet de combiner des fonctions de communication
et des fonctions digitales avec la bonne performance. Donc ça ouvre un grand champ d'application. Premier champ d'application, l'Internet des objets, et en particulier les dispositifs médicaux qui ont besoin d'être autonomes, portés sur la personne, et en même temps d'avoir le moins d'énergie, de consommation d'énergie possible. Donc tout à l'heure, j'ai montré l'exemple de ce développement que nous avons fait avec une petite entreprise sur des appareils auditifs qui avaient besoin d'avoir une consommation faible, et on a montré qu'en portant la technologie sur FDSOI et en utilisant tous les avantages de cette technologie, on pouvait diviser par 8 la consommation énergétique. Donc premier champ, Internet des objets. Deuxième champ, tout ce qui est 5G, technologie 5G, parce que la technologie FDSOI arrive à des fréquences qui permettent d'avoir des bandwidth, des bandes passantes. Des bandes passantes qui sont élevées. Donc on a montré qu'on pouvait travailler sur des power amplifiers qui sont reconfigurables et des transceivers à 60 GHz qui montrent des propriétés qui prouvent que le FDSOI est une technologie qui peut implémenter les nouveaux standards 5G. Qui deviennent votre terrain de jeu, quoi, quelque part. Vous vous sentez bien à l'aise, là. Ouais, qui font partie du terrain de jeu de l'IoT. L'Internet des objets a besoin de pouvoir communiquer avec le cloud. Comme l'Internet des objets, ça couvre une multitude d'objets, il y a besoin d'avoir plusieurs canaux qui interagissent pas entre eux, mais de façon très flexible. Ça, c'est la 5G. Et les technologies FDSOI peuvent permettre d'implémenter la 5G à cause de leurs propriétés en haute fréquence. Il y a un troisième secteur pour lequel le FDSOI trouve sa place dès maintenant, c'est le secteur de l'automobile. Pour deux raisons. Le FDSOI est fiable, c'est-à-dire qu'il a des propriétés de résistance par rapport à l'environnement électromagnétique d'une voiture, qui le rend très fiable par rapport aux autres technologies. Donc ça, c'est un avantage qui est historique. Le SOI, dès le début, a trouvé des applications parce qu'il était résistant par rapport au soft error. La deuxième raison, deuxième avantage, c'est que c'est une technologie qui est bas coût, simple à maîtriser, parce que planar. Elle peut être mise en œuvre dans des microcontrôleurs qui sont simples à certifier par rapport aux circuits complexes de NVIDIA et d'Intel. Donc la certification au niveau des specs automobiles, c'est un élément clé pour pouvoir mettre des composants et des circuits dans un véhicule. La technologie FDSOI le permet. C'est un avantage qui est énorme pour un marché qui croît, on a vu les chiffres, 40% du marché des semi-conducteurs des mobiles, de la communication mobile, et une croissance régulière de 6% par an. Alors, quelles sont les routes du succès pour le SOI? Quels sont les éléments qui vont permettre à Soitec d'une part et tout l'environnement SOI de s'imposer et d'avoir du succès sur le marché? Alors pour qu'une technologie passe de la R&D, d'un institut de recherche comme le LETI, à l'industrie et presque comme un standard industriel pour se retrouver dans plein de produits, il faut toute une série d'éléments de succès. Il faut déjà être international. Ouais, être international, être dans un écosystème qui est ouvert. Donc d'abord, il faut se donner du temps et de la persévérance. Ça demande à peu près 10-15 ans de maturation pour qu'une technologie sorte d'un laboratoire, passe une phase de pré-industrialisation et arrive à la première démonstration industrielle. 10-15 ans, c'est long. Il faut arriver à le soutenir avec les aides publiques. Et là, en France, on a profité d'un soutien constant des collectivités territoriales et de l'État pour développer à l'intérieur de programmes Nano 2017, Nano 2012, cette technologie-là. Mais il faut que l'industrie suive aussi. Et il faut que l'industrie embraye. Donc il faut que l'industrie embraye, et pour ça, il faut d'une part qu'il y ait la première démonstration de produit, après qu'il y ait suffisamment de capacité de fabrication, d'où les licences que ST a passées à Samsung et à GlobalFoundries, deux fondeurs, pour pouvoir répondre aux besoins complets de l'industrie. Après, il faut construire tout l'écosystème de design.
c'est-à-dire permettre aux designers d'apprendre comment utiliser la technologie FDSOI pour leurs produits et développer tous les IP qui permettent après d'imaginer les produits et de les implémenter sur technologie FDSOI. Donc c'est développer des outils qui vont servir aux designers, qui vont, dans le temps, les designers vont s'y habituer et vont les utiliser plus spontanément. Donc c'est ce temps-là qui est en train de se développer. On a vu avec l'exposé de Synopsys que les outils étaient là, mais on a vu aussi dans l'exposé de Global Foundry qu'il fallait encourager tout un écosystème de développement d'IP pour permettre au marché très fragmenté de l'Internet des objets de trouver pour chacun l'IP dont il a besoin pour développer son produit. Et donc le Leti là-dedans, quel jeu joue-t-il, quel est son poids dans cet écosystème qui est en train de se manifester, de se développer complètement, qui existe déjà, mais qui est en train de se développer, qui a commencé à avoir des racines plus profondes. Alors le Leti déjà a été à la source de cet écosystème et de cette success stories. Donc c'est important pour le Leti de garder cette culture de pionnier. Prendre les risques, être persévérant et lancer toujours des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Ça, c'est important. Après, il y a 3 rôles du Leti. Le premier, c'est de soutenir l'industrie. Donc, on soutient ST dans le développement de la technologie 28 nanomètres pour designer les preuves de concept, les produits qui permettront de tirer avantage de la technologie 28 nanomètres, notamment avec les fonctions RF de communication et les fonctions de mémoire embarquée. Soutien à l'industrie. Deuxième, c'est de pouvoir développer les technologies d'après et de pouvoir participer à l'extension de l'écosystème. Donc le Leti a un partenariat avec Global Foundry pour apporter l'expertise pour le développement à Dresde, donc en grande quantité, de la technologie FDSOI 12, appelée FDX 22, pardon. Et puis l'étape d'après, c'est la 12. Voilà. Donc là, le Leti est partenaire de Global Foundry pour aider à développer cette technologie. Et puis notre deuxième rôle, c'est la diversification. Donc c'est utiliser la plateforme FDSOI pour implémenter de plus en plus de fonctions. Tout à l'heure, j'ai montré comment, en co-intégrant une photodiode avec un CMOS sur technologie FDSOI, on arrivait à ouvrir des nouveaux horizons parce qu'on a un couplage entre la lumière et le CMOS, un couplage entre la lumière et la SRAM, qui est contrôlable par la lumière. Voilà, donc la diversification fait partie de ce que le Leti peut amener par rapport à un produit. Et puis, troisième rôle, c'est celui d'anticiper les technologies d'après, d'anticiper les nouvelles technologies de l'intelligence. Et là, vous avez mentionné un accord avec Stanford, enfin un travail avec Stanford. J'ai mentionné des développements qu'on commence avec Stanford, qui sont basés sur une vision immersive qui rapproche le point mémoire du point calcul dans une architecture qui est complètement 3D. Voilà. Et pour implémenter ce modèle développé par Stanford, nous utilisons là encore une technologie qui est pionnière au niveau du Leti et qui est basée sur de l'intégration monolithique en 3 dimensions qu'on appelle CoolCube. Et on va voir comment, avec cette intégration-là, on pourra empiler 2 technologies de CMOS en FDSOI, intégrer une mémoire dans les interconnexions, avoir une activation type spike neuronale pour pouvoir démontrer des architectures qui seront très basse consommation. On attend un gain de 10 000 par rapport aux architectures actuelles où on empile les mémoires, le CMOS. Là, c'est une vision très holistique de l'ensemble. D'accord. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on vous reverra dans la Silicon Valley bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci.